DG de la SAED. Monsieur Dembélé, vous avez la parole. Permettez-moi, à l'entame de cette cérémonie, c'est pas courant, mais j'aimerais bien, en souvenir de Myriam, que nous levions pour une minute de silence de notre sœur, Myriam Dembélé, Madame Dior, qui nous a quittés il y a 6 mois. Et chaque fois que je me souviens de Myriam, j'ai encore des pincements au cœur. C'est à cette occasion que j'ai découvert qu'elle fut une grande dame et qu'elle était très suivie et très écoutée sur les réseaux sociaux, surtout sur sa page Facebook. Chaque fois que je dis Myriam est ma sœur, on me dit, Monsieur Dembélé, vous avez une sœur extraordinaire. Elle conseille tout le monde, elle conseille toutes les femmes. Je ne savais pas. Elle me ressemblait beaucoup, mais je ne savais pas qu'elle m'avait dépassé. Alors, si vous permettez, on va garder une minute de silence, debout, en sa mémoire, et après, on continue la séance. Merci. Merci. Monsieur Dembélé, pour la présentation du secrétaire général de la Aujourd'hui, j'ai eu l'honneur que mon ami et frère, M. Aboubakry Sow, directeur général de la SAED, ait accepté d'être là et de présider cette séance. Et son acceptation ne m'a pas étonné, parce que M. Sow et moi, nous avons vécu énormément de choses ensemble. Depuis 1987, il est ingénieur de génie rural, expert hydraulicien et en gestion des ressources des eaux de l'école inter-État d'ingénieurs et de l'équipement rural de Ouagadougou, EIR. Après des stages et des voyages d'études, il entra à la SAED en 1989. Société nationale d'exploitation des terres du delta et de la vallée du fleuve Sénégal, dont le siège est à Saint-Louis. Et il y fit, je peux dire, toute sa carrière. Chargé de mission, il participa à plusieurs études au profit de la SAED et des collectivités locales dans les domaines de gestion de l'eau et des projets de développement agricole et rural. Après diverses responsabilités à la DAIH, ex-BEC, dont il fut le directeur en 2004, et ensuite nous nous sommes retrouvés sur beaucoup d'autres projets. Mais notre relation, qui était des relations conviviales et parfois tendues, chacun dans sa profession, chacun dans son rôle, nous a permis de développer une synergie d'efforts pour la réussite des projets dont nous étions responsables
moi en tant que responsable de travaux et toi en tant que chef de projet. Et ces projets sont encore là et sont encore viables. Et s'ils sont viables, c'est parce que l'entreprise a connu un homme spécial, un homme qui aimait son métier, qui a aimé son métier, et un homme qui ne transigeait pas. Aboubakari, malgré nos relations, n'a jamais transigé. Malgré nos relations, il a toujours dit « je ne suis pas d'accord ». Et pour la petite histoire, quand il me parle, c'est son petit doigt. Et ça, ce petit doigt, un jour je lui ai dit « Aboubakari, tu oublies que je suis Bamana ? Si tu continues à me pointer ce petit doigt, il va se plier, il ne se relève plus. » Et tout d'un coup, il a plié tout seul. Ce fut amical, mais il n'y a jamais rien eu. Hein? Ça, je crois que notre amitié est au-delà de toutes ces vicissitudes que nous avons connues dans le cadre de notre profession. Merci Aboubakari. Voilà. Je te laisse la parole. Merci, M. Dembélé. Donc, la parole est à M. Patricia, donc directeur général de la CIL. Merci. Bonjour tout le monde. Bonjour chef Diane. Bonjour Claude Moïse, mon cher ami et frère. C'est avec beaucoup de plaisir que j'ai accepté de participer donc à cette cérémonie de dédicace d'un document que vous avez eu à faire sur les éléments de perspective pour la réussite d'une carrière professionnelle. J'avoue que j'ai beaucoup hésité quand vous m'avez fait cette proposition. C'est la première fois que je participe à une cérémonie de ce genre. Moi, je suis un technicien pur et dur. Un hydraulicien, un aménagiste, un homme opérationnel qui ne sait que travailler sur le terrain et sur les dossiers. Et que d'habitude, ces genres d'exercices, pour moi, c'était des exercices réservés aux philosophes, réservés aux littéraires, peut-être aux géographes, aux sociologues. Ce n'était pas mon métier. Moi, je suis un technicien, comme Moïse. Par extraordinaire, lui, quand même, il fait un peu exception à la règle. Il a eu à écrire des documents purement techniques, mais celui qu'on présente ce matin, c'est un document, pour moi, qui devrait plutôt être fait par ceux qui ont fait GRH, gestion peut-être des ressources humaines. Mais j'ai compris que c'est l'expérience, c'est la capitalisation de plusieurs décennies de travail que Moïse a essayé de retracer dans ce document. C'est important. Une théorie qui n'est pas pratiquée, elle n'a pas de sens. Mais une pratique aussi qui n'a pas un soubassement théorique aussi, et de l'activisme aussi aveugle, de mon point de vue. Je pense que c'est important. Et Moïse a essayé donc d'allier les deux. Mon cher ami, bon, c'est pour ça que j'ai accepté de venir me lancer dans cette opération-là. Mais j'avais beaucoup hésité. Alors Moïse, merci d'avoir porté votre choix sur ma modeste personne pour participer à cette cérémonie. Ce choix est sans doute la consécration d'une trentaine d'années d'amitié et de compagnonnage fraternel. J'avoue que ce n'est difficile de parler de vous, de mon ami et frère Claude, parce qu'il a déjà écrit son histoire par son œuvre et son parcours ô combien élogieux. Nous nous sommes connus, comme il l'a dit tout à l'heure, en 1989. Je venais juste d'arriver à la CIL. Sur les chantiers rocailleux, parsemés d'embûches, d'ouvrages,
de génie civil, et bien sûr aussi de travaux de terrassement et autres. Armé d'une expertise intégrale et d'une abnégation totale, il tient aujourd'hui à partager cette expertise engagée depuis des décennies à travers la production scientifique. Il a fait 3 ouvrages. Le premier, comment réussir un chantier de travaux publics, conception, réalisation, gestion et management public aux éditions Harmattan 2018. Étude des prix dans les entreprises travaux publics, édition Harmattan 2018. C'est extrêmement important. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous constatons au Sénégal? Il y a beaucoup d'entreprises qui soumissionnent sur des marchés de travaux. Et avec ce nouveau code des marchés publics où on parle de choix d'un moins 10 ans, être conforme, il faut être conforme pour l'essentiel et on vous choisit en qualité de moins 10 ans, pose énormément de difficultés sur la réalisation de la plupart de nos chantiers. Et la plupart de ces marchés font l'objet le plus souvent donc de résiliation. Pourquoi? Parce que les gens n'étudient pas et ne connaissent pas ce que c'est que les prix. Avant le code des marchés publics, celui qui est actuellement en cours au Sénégal, quand on faisait l'évaluation des offres, on faisait même une analyse financière et économique des prix. On le faisait pour voir ce que l'entreprise nous propose. Est-ce que vraiment c'est des prix qui sont corrects? Mais aujourd'hui, on ne le permet pas. Vous proposez 1 franc alors qu'on sait que c'est 3 francs pour réaliser l'ouvrage. On est obligé de vous le donner parce que vous êtes conforme pour l'essentiel. Et vous réunissez tous les critères de qualification. Et ces critères de qualification, c'est quoi? On vous demande le matériel. Il dit, oui, j'ai tel matériel, tel matériel, tel matériel. Vous avez le personnel, vous donnez des CV que vous allez chercher par-ci, par-là. C'est exactement ça. Donc, je pense que c'est important, en tout cas, un ouvrage comme ça. Et le cachet qui nous réunit aujourd'hui, éléments et perspectives d'une carrière professionnelle, gestion d'un plan de carrière, édition Harmattan. Ces 3 ouvrages majeurs montrent à suffisance l'altruisme de CMD, Claude Moïse Dembélé. La connaissance n'a de sens que si elle est mise en application et profitable à soi et à ses prochains. C'est celui qui a réussi sa carrière professionnelle, qui peut orienter le ministre et le doyen, a eu une belle trajectoire. Son parcours est visible à travers le pays, partout. Depuis 1973, il accompagne avec ses équipes performantes tous les processus de développement des territoires. Nul ne peut dénombrer les chantiers qu'il a suivis, les innombrables défis qu'il a relevés et les problèmes qu'il a dénoués avec finesse, prouesse et délicatesse. Son franc-parler, sa rigueur, son intransigeance pour l'obtention des résultats déterminent ses qualités professionnelles. C'est pour cela que ses tactiques de jeu sur les chantiers rocailleux sont triomphales. Peut-être qu'en venant à cette rencontre, certains parmi nous ont passé par le rond-point de la Padoie. Eh bien, il faisait partie de l'équipe technique au moment de sa construction. Pour la SAED, Moïse était devenu notre ingénieur fétiche. Il est avant tout passé par la SAED. Il a fait la SAED. Il y a fait 6 mois seulement. Mais la SAED, à travers les projets, a eu par la suite, a beaucoup travaillé avec lui dans le cadre des aménagements hydro-agricoles de Ndioum, phase 1, phase 2, Aérelao, phase 1, phase 2, pour une superficie qui faisait presque 2000 hectares. C'est là où j'ai rencontré Moïse. En tant qu'ingénieur chargé de ces projets, Moïse en tant que directeur des travaux. Études techniques des réseaux hydrauliques, irrigation et drainage, travaux de planage, conception des ouvrages hydrauliques, modules de l'ouvrage vanné, etc. Études et conception de 4 stations de pompage de Ndioum, de Aérelao. Avec Sofra TP, actuel Eiffage Sénégal, il a été conducteur des travaux d'aménagement hydro-agricole de Telel, de Tchagar, de Kassagnor et de Bundoum. Djibissal, je sais que tu ne le savais pas. Moi-même, je l'ai découvert récemment. Grandic Telel, c'est un casier qui fait 3600 hectares, le plus grand au niveau de la SAED, et qui a été aménagé depuis très longtemps et qui aujourd'hui nous pose énormément de difficultés. C'est le seul casier aujourd'hui qui n'a pas encore fait l'objet de transfert aux organisations producteurs parce que nous peinons à trouver les financements pour le faire. De 84 à 87, il dirige en sa qualité de directeur technique l'agence Fougerolles, devenue par la suite FH, les travaux du terminal à conteneurs plein port autonome de Dakar, du quai du Rive, bassin ouest du port autonome de Dakar,
les travaux d'entretien des routes revêtues, région de Dakar, Diourbel et de la communauté urbaine de Dakar. Il fut également le directeur technique du chantier Tambacounda, Vélingara et du pont de Diawal. La liste est longue. Ici, on devait énumérer tous ces chantiers auxquels il a participé. On restera ici toute la journée. Pour revenir au livre, j'invite les jeunes professionnels à se l'approprier. C'est un guide pour réussir et progresser dans votre carrière professionnelle. De sage Claude Moïse Dembélé, amis et frères et compagnons, et à écouter, à suivre dans ses manières de penser et d'agir. Qu'Allah lui prête longue vie pour qu'il puisse transmettre cette pension et cette abnégation à la génération actuelle. Merci. C'est le Nigérien qui parlait. Alors, merci beaucoup. Je ne vais pas tromper de vous désigner pour la présentation de l'auteur, parce que quelqu'un avec qui je cheminais pendant plus de 30 ans. Oui. Et là, le discours que vous avez tenu montre à suffisance que vous le connaissez bien. Votre CMP, comme vous l'avez appelé. Merci également pour la petite leçon par rapport au point de marché. Nous en prenons acte, nous qui sommes toujours à la justice. Merci beaucoup. Merci. Maintenant, nous avons donné la parole à M. Yatsen pour la présentation du livre. Donc, M. Yatsen, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Directeur Général, chère Louise, bonjour à tous. Je dois parler, disons, du livre de Claude, mais avant ça, je vais parler de Claude lui-même, sans pour autant répéter ce qu'a dit avec brio Monsieur le Directeur Général. Moïse, que j'appelle affectueusement mon grand, c'est quelqu'un que j'ai connu lorsque j'étais directeur administratif et financier à l'Agence de développement municipal. C'est quelqu'un qui était dans une entreprise qui avait un contrat avec nous. Moi, au niveau de la maîtrise d'ouvrage, lui, au niveau de l'entreprise. Et nous avons travaillé d'une façon extrêmement professionnelle, tout en tissant, disons, des liens, disons, affectifs, ce qui ne lui a pas empêché, à la fin du contrat, de me mettre, disons, dans un contentieux et me faire payer 680 millions, disons, tout en étant affectueux. Voilà. Et il m'avait carrément glissé un 4,8 milliards. On s'est battu pendant 3 ans ou 4 ans. Bon, finalement, j'ai abdiqué parce qu'en fait, on était au niveau, disons, du montant incompressible. Et je sais que c'était son objectif, mais il commence très haut. Oui, ça c'est le risque. Il commence très haut. Donc, après, j'ai créé mon cabinet, on a continué à travailler. Et justement, il m'a animé des séminaires, notamment l'un des plus importants était, disons, l'étude de prix dans les entreprises de BTP, qu'on avait, disons, co-produit ensemble. Et il y a eu des ingénieurs, dont l'un à qui j'ai parlé hier, sans lui dire qu'aujourd'hui vous aviez donc disons, on avait, disons, cette cérémonie. Il m'a dit, et notre formateur, il est où? Je lui ai dit, il est là. Il m'a dit, Monsieur Sen, si vous savez que, je ne sais pas si vous le savez, mais aujourd'hui, j'ai été nommé directeur technique parce que j'ai participé à son séminaire. Et il a été très généreux en donnant son manuscrit avant que le livre ne sorte. Il l'a donné aux participants, disons, du séminaire. C'est quelqu'un qui m'a demandé de vous remercier. Merci. Et de vous dire que vous avez contribué de façon très positive à sa carrière. L'autre anecdote que je vais donner, c'est que moi, en tant que directeur des ressources humaines, parce qu'en réalité, les directeurs administratifs et financiers dans certaines structures
joue le rôle de directeur des ressources humaines. Alors, j'ai fait cette... D'ailleurs, je ne connais que ça. Hein. Bon, je n'ai pas fait un autre travail que le travail de DAF. Mais Moïse m'a appris beaucoup de choses. Et même une chose qu'il ne connaît pas encore, et que je vais lui dire tout à l'heure dans la gestion de carrière. J'avais une assistante qui est maintenant décédée, et que vous connaissez bien, paix à son âme, qui venait toujours en retard et qui s'absentait beaucoup. À un moment donné, je lui ai entendu parler d'une formation qui se faisait aux États-Unis, bon, assistante de manager. Je sais qu'elle voulait faire ça, mais elle n'osait pas me le demander. Parce qu'elle sait que moi, je suis très intransigeant. Je récompense les gens qui... voilà. Un jour, Moïse est venu au bureau. Et anecdote sur anecdote, Moïse avait porté un habit de roi, hein, avec une toque, etc. Il ne m'a pas trouvé. Il a trouvé mon assistante et il lui a dit, je cherchais M. Sen. Il lui a dit, bon, je présente qui? Il dit un roi. Le roi d'où? Il a parlé d'un coin, hein, de Ngogne, voilà. Mais j'ai dit, mais ce gars-là, c'est qui? Après, quand je suis sorti, quand je suis venu, je l'ai trouvé assis, mais vraiment, il ressemblait à un roi. Très honnêtement, je me suis dit, bon, j'avais un honneur extraordinaire aujourd'hui, parce qu'il y a un roi qui est venu, disons, me rendre visite. Alors, dans la discussion, je lui ai dit, il m'a dit vraiment, votre assistante, elle est très professionnelle, très truc, etc. Je lui ai dit, ah oui, non, bon, moi je ne trouve pas parce qu'elle vient toujours en retard, etc. Il me dit, il faut la motiver. Après, on est passé à autre chose. Quand il est parti, ça trottait dans ma tête. Comment la motiver? Je me suis souvenu que je l'ai entendu parler de cette formation aux États-Unis. Je l'ai appelé. Et je lui ai dit, est-ce que vous avez la plaquette de la formation comme assistante de manager? Elle était étonnée, mais quand même, elle m'a apporté cela. Je lui ai dit, si vous voulez faire ça, la boîte va financer ça pour vous. Elle était tellement étonnée que, bon, elle pensait que ce n'était pas quelque chose qui était sérieux, etc. Mais quand même, elle est partie. Et la formation est en français, hein, en Illinois, à l'Université d'Illinois. Quand elle est revenue, elle m'a dit, M. Sen, vous allez découvrir une autre personne. Et effectivement, j'ai découvert une autre personne. Quelqu'un qui m'a totalement pris en charge, qui m'a soulagé de beaucoup de choses. Je suis passé d'un état où j'écrivais moi-même mes lettres et je lui donnais pour qu'elle tire avec papier, trucs, etc. à une étape où, en fait, même lors de mes réunions, c'est elle qui prend, disons, les notes et, disons, me rappelle sur ces dossiers que, voilà, en fait, pour tel dossier, vous aviez parlé de telle chose, ne l'oubliez pas. Quand j'ai une autre réunion, il me dit, attention, voilà ce qui a été dit avant. Voilà les engagements qu'on avait pris, où est-ce qu'on en est. Donc, vous voyez comment, en fait, cette simple déclaration, il faut la motiver. Où est-ce qu'on en est arrivé? Et finalement, après, on a envoyé les autres assistantes en Illinois pour se faire former. Et mieux, on a élargi ça à tout le monde. Et j'avoue que la première fois où j'ai mis, disons, cette lettre-là sur, disons, cette demande sur la table de la Banque mondiale, le gars de la Banque mondiale m'a dit, mais ça, c'est pas réaliste. Pourquoi envoyer tout ce beau monde-là, certains aux États-Unis, d'autres à Paris, etc. Avant, j'ai discuté avec elle et je lui ai dit, mais qu'est-ce qui a fait que vous ayez changé comme ça? Elle m'a dit, vous ne savez pas ce que ça fait. Quand je dis à ma famille que c'est mon entreprise qui a dépensé de l'argent pour m'emmener aux États-Unis.
ça montre que là où je travaille, on me considère. Et il me dit, rien que pour ça, je ferai le tout pour mériter cette confiance. Et on fait une transition dans ce livre-là. La gestion de la carrière ne se limite pas à l'entreprise. Ça va au-delà de l'entreprise, ça va jusque dans la famille, qui est en fait une unité de la société. Et vous retrouverez ça dans ce livre-là. Vous retrouverez également les connexions qu'il y a entre la gestion de la carrière et la religion. Combien de conflits naissent au sein de l'entreprise entre l'employeur et l'employé, parce qu'il y a des questions religieuses qui sont, disons, dans cette affaire-là. Je lui parlais tout à l'heure, disons, d'un agent qui, ce matin, un ami, qui devait partir dans le Fouta. Il appelle hier, donc hier nuit, disons, son chauffeur, pour lui dire, tu viens m'amener aujourd'hui, disons, au Fouta. Mais il lui dit, mais c'est l'anniversaire du décès de mon papa, je ne peux pas partir. Après, il était entré dans tous ces états, dans une colère noire. Alors, quand il m'a appelé, il m'a dit, mais tu te rends compte, moi je vais le licencier. Parce que tout simplement, mais le travail, c'est le travail. Bon, je lui ai dit, écoute, il faut tempérer. Hein? Vous savez, il y a des dimensions qu'il faut savoir gérer dans les relations professionnelles. Et voilà, en fait, disons, une connexion avec la société et même avec la religion, etc. Parce que c'est l'anniversaire, il y a, en fait, disons, un camil qui doit être fait. Lui, il se dit que, bon, il doit être là pour ce camil-là. Donc, cette trilogie, carrière professionnelle dans l'entreprise, connectée à la vie en société et la vie en religion, c'est ce qui fait l'originalité de ce livre-là. Tout au long du livre, vous allez retrouver cela, au-delà des aspects techniques que tout un gestionnaire des ressources humaines doit maîtriser. Et enfin, ce livre parle, au-delà de la gestion de carrière traditionnelle, ce livre glisse vers l'entrepreneur et l'entrepreneuriat. Ce qui est atypique quand on feuillette un livre, disons, de gestion de carrière. Un livre de gestion de carrière, on en trouve partout. Dans Internet, si vous rentrez, vous trouverez énormément de ressources qui parlent de gestion de carrière. Mais aujourd'hui, ce livre-là, la manière dont ça a été conçu, diffère complètement de ce qu'on va trouver ou ce qu'on a l'habitude de trouver. Parce que c'est le vécu, le DG l'a dit tout à l'heure, c'est le vécu de quelqu'un. C'est extrêmement important. Aujourd'hui, il m'a beaucoup appris, moi, qui ai passé tout mon temps, j'espère que je n'ai pas fait de conneries, excusez-moi, disons le terme, lors de ma carrière professionnelle. Parce que j'ai eu quand même à gérer des conflits où, aujourd'hui, si j'avais ce livre-là, je ne les aurais pas abordés comme ça, je vous assure. Et ça, c'est un mea culpa. Vraiment, c'est parce que je ne connaissais pas. Il faut avoir l'humilité de le dire. Absolument. Il m'a beaucoup appris, je lui ai dit tout à l'heure. J'ai fait beaucoup de formations, je lui ai même dit que je suis allé jusqu'à Harvard pour faire, disons, gestion des ressources humaines. Mais aujourd'hui, si j'avais ce livre-là, je ne bougerais pas du Sénégal. Ça, je vous l'ai dit. Très honnêtement. Ça, quelqu'un qui a ton livre peut se passer de beaucoup de choses. De beaucoup de choses. Un livre qui va jusqu'à te dire un agent M5 c'est quoi, qui le détaille d'une façon extraordinaire. La rémunération,
le contrat de travail, l'embauche, etc., etc. J'avoue, dans toute ma carrière, je n'ai jamais eu un livre aussi riche et aussi pertinent et que je vais recommander à tout le monde. D'ailleurs, mon ami, je l'ai appelé tout à l'heure, je lui ai dit que je vais acheter un livre pour toi. Donc, il me dit que si je prends ce livre-là, je vais en faire, disons, un livre de chevet. L'une des dimensions beaucoup plus importantes de ce livre-là, c'est plutôt la dimension économique. Lorsqu'il m'a parlé, disons, de ce livre-là, il y a quelques jours, et je le remercie, disons, de s'être déplacé jusqu'à chez moi pour m'emmener ce livre. Je vous remercie beaucoup pour l'estime que vous portez en moi. La dimension économique qui m'a beaucoup intéressé. Aujourd'hui, Moïse a sorti un livre sur la gestion d'un chantier de BTP. Il a sorti un livre sur l'étude de prix dans les entreprises de BTP. Un chantier de BTP, c'est avant tout les ressources humaines. Les ressources humaines, si les ressources humaines sont mal gérées, ce sera un coût additionnel dans le chantier. Ça, c'est clair. Si vous avez des conflits de travail, etc., toutes ces difficultés, disons, dans la gestion de votre chantier, un financier verrait tout de suite un surcoût. C'est clair. C'est aussi simple que cela. Les surcoûts viennent de partout. De la variation des prix, de la variation de la masse des travaux, de la mauvaise gestion de la rémunération des gens, de la mauvaise gestion du temps de travail, etc., etc. Donc, si vous gérez mal la carrière de ceux qui travaillent dans vos chantiers, c'est la rentabilité, la profitabilité de vos chantiers qui va s'en ressentir. Et là, je l'ai dit, moi, en tant que financier, d'abord, avant d'être gestionnaire de ressources humaines, ce que j'ai vu à travers ce livre-là, c'est d'abord l'aspect économique. L'aspect économique. Gérez bien la carrière des gens pour que vos chantiers, de façon générale, disons, votre entreprise puisse en fait bénéficier de cela en termes de rentabilité. Parce que c'est un investissement, la gestion de carrière. Et ce livre, je vais terminer par ça, est un livre d'abord pour le salarié, pour la gestion de sa propre carrière. Mais ensuite, c'est un livre pour l'employeur à qui il revient la gestion de cette carrière-là, hein, de façon générale. Mais également, au-delà de tout ça, ceux qui sont au niveau de la société, qui n'ont rien à voir avec ni l'entreprise, qui n'ont rien à voir avec l'entreprise, mais doivent savoir quelles sont les interrelations entre la gestion de la carrière d'un individu et son milieu social. C'est important pour que, disons, les relations sociales puissent quand même être améliorées. Même le prêcheur qui est à la mosquée ou le curé qui est à l'église doit être suffisamment, comment dirais-je, imprégné de quelles sont, en fait, disons, les conséquences, disons, de certains aspects religieux dans, en fait, disons, la carrière, disons, des croyants qui viennent prier. Et je pense que certains prêches doivent même porter sur ça. Parce qu'il faudrait que, en fait, les croyants, qu'on puisse leur dire que, ok, exercer votre religion, en fait, ne doit pas empiéter dans, disons, la zone, disons, de votre profession. C'est extrêmement important si ça vient, disons, de ce genre de personnes. Donc là, c'est pour résumer vraiment, monsieur Claude Moïse Dembélé, le roi de Ngogne. Je vous remercie et
qu'Allah fasse que votre carrière professionnelle, tant riche, diversifiée, puisse bénéficier, disons, aux générations actuelles. Je vous remercie. Merci beaucoup, M. Sène. Je vais devoir me répéter. Je vais emprunter une expression anglaise pour dire que c'est l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Quand vous voyez ce trio-là, à chaque fois quand quelqu'un prend la parole, il maîtrise tellement ce qu'il dit que vous voudrez qu'il ne serve pas derrière, qu'il puisse continuer à faire donc merci beaucoup. Vous avez également donné un tuyau. Moi, je pensais connaître Moïse, mais je ne savais pas qu'il était roi de God. Donc, merci pour l'information. Merci beaucoup. Donc, je vais lui donner la parole à Claude Dembélé, donc pour son mot, pour le mot d'auteur. Merci beaucoup. Moïse, vous avez la parole. Merci. Merci Aboubakri. C'est vrai que nous avons beaucoup cheminé et nous avons eu quelques échecs, mais nous avons eu plus de réussites que d'échecs entre nous. Et ça, je te remercie et vraiment que nous puissions continuer. Cher, c'est vrai. Des fois, quand on se rencontre, quand on se voit, toi et moi, nous discutons de beaucoup de choses. Mais parfois, j'ai l'habitude, et ça, on le sait, de jeter juste un mot ou une phrase et je m'en vais. Et je laisse à la personne le soin de continuer et de développer. Et j'en veux pour preuve, avant de rentrer dans mes propos, que un ami est venu me voir, c'est un sociologue, je ne sais pas s'il est dans la salle, il me dit, Moïse, j'ai lu la partie sur le voisinage. J'ai dit oui. Tu as écrit que le voisinage est la cellule, les cellules familiales les plus proches de vous, qu'ils soient amis ou non. Point. Je veux savoir pourquoi tu as mis un point ici. Parce que celui qui lit s'attendrait à un autre développement. Mais tu n'y es pas allé. J'ai dit, ce n'est pas mon rôle. Mon rôle était de poser le problème. Que l'on sache que les voisins peuvent être amis ou non. Maintenant, comment nous allons les gérer? Il faut lire la suite. Il me dit qu'il n'est pas d'accord avec moi et que j'aurais dû consacrer un chapitre à définir ce que c'est que l'ami voisin ou le non-ami voisin. J'ai dit, ça, c'est pas mon rôle. Donc, pour vous dire, ce sont des phrases, des types de périphrases que j'aime et autres. Cet ouvrage découle de mes différentes expériences dans des postes de responsabilité tels que divers entretiens d'embauche avec des candidats nouveaux diplômés ou anciens et postulants. C'est vrai que j'ai reçu beaucoup de candidats à l'embauche, que ce soit des candidats qui soient de nouveaux diplômés ou bien des anciens qui quittent une entreprise pour venir à une entreprise. Les approches ne sont pas les mêmes, les discussions ne sont pas les mêmes. Et j'avoue que je découvre et je vois certains qui, en échangeant, j'arrive à les faire changer d'avis. Pourquoi veux-tu quitter telle entreprise pour telle entreprise? Toutes les entreprises se valent. Mais toi, quelle est ta valeur et qu'est-ce que tu apportes à l'entreprise? C'est ça l'élément important. L'élément important n'est pas de changer d'entreprise. L'élément important n'est pas d'avoir une rémunération meilleure ou pas. L'élément est de dire qu'est-ce que moi,
en tant qu'individu, j'apporte à l'entreprise. L'entreprise ne pourra me payer que de la résultante, que de ce que je lui apporte. Si je ne lui apporte pas d'intérêt ou d'argent ou de bénéfices, mais l'entreprise ne pourra pas me payer. Et donc, c'est un problème. J'ai été aussi maître de stage et maître de mémoire d'étudiants. J'ai même eu des étudiants qui sont venus de Polytechnique Paris ou qui ont fait leur stage avec moi ou leur mémoire de fin d'études, qui avait été envoyé par Paris. J'ai eu aussi la direction des travaux et de plusieurs types de chantiers, et surtout des chantiers très importants. Aboubakari a cité des travaux portuaires, des travaux d'aménagement, 4, 5, 6 stations de pompage, des aménagements de 8000 hectares, 5000 hectares, 3000 hectares, qui sont des très gros chantiers que nous avons eu à faire, et avec énormément de monde. Parfois, je me trouve avec plus de 500 ouvriers qui sont là, et chacun différent l'un de l'autre. Aussi bien manœuvres, ouvriers, conducteurs de travaux, ingénieurs, gardiens et autres. Et ces personnes sont à... Je dois veiller sur eux dans leur quotidien, car très peu de choses peuvent les faire arriver en retard, comme disait M. Sen, ou très peu de choses peuvent leur faire douter d'eux-mêmes ou regretter d'être là. Et mon rôle de directeur ne s'était pas tout juste limité à dire pourquoi pas ça, pourquoi pas ça, pourquoi pas ça. Et ça, une fois, un de mes directeurs qui m'a interpellé, il me dit: Moïse, on ne comprend pas, on trouve tous les jeunes dans ton bureau et ils ne passent pas dans les autres bureaux. Je dis: monsieur, mon bureau, nous échangeons au même niveau d'intérêt et avec des solutions pratiques que nous nous trouvons ou que je le trouve. Et ils partent soulagés de mon bureau. Alors que les bureaux dont vous parlez, dès qu'ils entrent, ils n'ont même pas le bonjour. Monsieur, ils ont d'abord pourquoi ceci ou cela, comment ceci ou cela, quand ceci ou cela. Et n'ayant aucune réponse à ces 3 questions, ils ne viendront jamais vous voir. Ils vont fuir ces bureaux. Quand quelqu'un rentre dans votre bureau, vous dites: hey, toi, pourquoi? Mais surpris, il ne vous répondra pas. Comment? Il ne vous répondra pas. Et voilà ce qui fait peut-être une certaine différence. Il dit: chez moi, quand ils arrivent, nous trouvons des solutions. Et parfois même, j'ai l'astuce de dire: tu viens le matin de bonne heure, comme j'arrive tôt au bureau, telle personne arrive tôt, je suis dans son bureau, tu passes devant, tu fais du bruit. Et je me retourne et je t'appelle. Et quand je l'appelle, il rentre, il dit: mais ça y est là, tu as résolu ce problème? Parce que nous, on a eu la solution ensemble la veille. Il me dit: ah oui, monsieur Dembélé. Ah bon, oui, mais attends, hein, qu'est-ce que... J'ai dit: ça y est, le problème est résolu, il vous l'a dit. Ah bon, vous avez la solution? Bon, ok, continuez. Et là, il sort soulagé. Il sort lui-même que de ce bureau, il est sorti encouragé. Mais les gens, ils ne devinent pas que la veille, lui et moi, nous avons travaillé sur son dossier. Et j'ai dit: monsieur, c'est ça qui fait que les gens ils viennent dans mon bureau. Tout ceci m'a amené, plutôt que de me lancer dans une définition académique, comme a dit M. Sen, vous rentrez dans Internet, vous trouvez des définitions académiques de ce que c'est qu'une carrière et un plan de carrière. Donc une définition académique de la carrière et du plan de carrière, plutôt de poser, j'ai essayé de poser les éléments
à charge ou à décharge qui auront des impacts sur l'évolution d'une carrière, le plus souvent sans que nous nous en rendions compte. M. Sen l'a dit, on prend certaines décisions, mais on ne sait pas. Peut-être que ce n'était pas la décision idoine si on savait certaines choses. Parce qu'on n'écoute pas. On ne regarde pas. Moi, je ne vous cache pas. Il m'arrive, quand quelqu'un vient dans mon bureau, je dis, écoute, depuis hier, je te regarde, tu as un problème. Il dit, non, 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 je dis, si. Assieds-toi, ferme le bureau, je t'écoute. Ouais, mais je t'écoute. Moi, je ne suis pas ici en tant que directeur. Je suis ici en tant que personne humaine, regardant les gens et écoutant les gens. Si tu as un problème, tu ne travailleras pas pour moi. Alors, on résout le problème tout de suite. Et j'apprends, par-ci, par-là, un ou deux, que sa femme l'a appelé et que la dépense est terminée. La famille n'a rien à manger et il ne sait pas où aller emprunter de l'argent. Ou bien, j'apprends que sa soeur ou son père est malade, il ne peut pas payer l'hospitalisation. Hein? Je lui dis, c'est combien? Il lui dit, c'est quoi ce problème? Et de ma poche, je prends, je dis, va, règle ton problème. Maintenant, travaille pour moi. Cinq minutes après, je reçois un appel de quelque part. Hein? Il dit, ah, tonton Dambélé, ah, vraiment merci beaucoup. Hein? Il nous a dit que... J'ai dit, non, ce n'est rien. Je n'ai pas besoin de ce merci. Merci beaucoup. L'essentiel est que lui soit rassénélé, loin de sa famille. Et ça, c'est un problème que nous ne résolvons pas. Les personnes sont envoyées loin de leur famille. Ils sont envoyés loin de leur épouse, loin de leur père, loin de leurs enfants. Et tout d'un coup, le téléphone sonne, il y a quelque chose qui ne va pas. Il ne sait pas y aller. Et nous, on ne comprend pas qui doit y aller. On n'accepte pas qui doit y aller. On ne l'amène pas à trouver la solution. Ce n'est pas un mode de fonctionnement pour quelqu'un de responsable. Toutefois, toute évolution d'une personne dans sa carrière sera affectée par la vie personnelle, la vie dans l'entreprise, la vie en famille et en société. Je crois que M. Sen a relevé ça, c'est une bonne chose. Et tout cela est sous-tendu par ce que j'appelle un triptyque qui est très important, le savoir-être, le savoir-faire et le savoir-faire. Beaucoup de gens, ils savent faire, mais ils ne savent pas être. Et ils ne savent pas faire. Cela ne sert à rien. On a beau être ingénieur, mais si on ne sait pas transmettre, si on ne sait pas être, si on n'a pas la prestance, et que par notre prestance, nous soyons respectés par notre attitude, et qu'on reconnaît que nous savons, et après que nous savons transmettre. Et je crois que ce triptyque a été le leitmotiv de Aboubakry et de moi-même. Chacun savait. Et chacun se respectait parce qu'on était correct l'un vis-à-vis de l'autre. On se respectait. Donc nous savions être. Et
nous avons eu à transmettre, nous avons eu à transférer l'un à l'autre beaucoup de nos observations et de nos compétences que Aboubakari m'a apporté, qui m'a enrichi, et peut-être qu'il y en a eu d'autres que j'ai apporté à Aboubakari qui l'a enrichi, et ensemble, dans cette osmose, nous avons pu faire des chantiers qui aujourd'hui, tout le monde reconnaît que ce sont des chantiers qui ont été bien faits. Mais ce n'est pas bien fait par la volonté de Moïse, c'est bien fait par Moïse et Aboubakari, que nous étions les deux responsables. Donc nous avons développé les chapitres suivants, la personne et sa carrière, parce qu'une personne, on oublie souvent que c'est elle qui est maître de sa carrière. On oublie que c'est elle qui donne les lignes directrices de sa carrière. Tu ne peux pas avoir une carrière en n'ayant que l'esprit ou les tendances pécuniaires. Ça ne marche pas. La carrière dans l'entreprise, je l'ai dit tout à l'heure, qu'est-ce que moi j'apporte dans l'entreprise? Quand je dis ça aux gens, on me dit, Moïse, tu es capitaliste. Je dis non. Une entreprise, qu'elle soit nationale, qu'elle soit privée, qu'elle soit autre, elle puise de votre apport pour avoir des ressources pour vous payer. Si vous n'avez pas d'apport, si vous avez des astuces, des tirs au flanc, vous n'apportez rien. Ne croyez pas que les gens ne verront pas. À un moment donné, on va se plaindre que mon chef, mon patron, mon directeur, non. Parce que le chef, le patron et le directeur a vu. Ensuite, la carrière dans la société. La carrière dans la société, alors ça, c'est un côté qui est trop souvent négligé. Les gens, ils ne pensent pas que ce qu'ils ont dans la carrière doit avoir comme résultante l'aisance, les conditions idoines que cette carrière nous permet d'apporter à la maison. Si le matin nous allons travailler et que nous n'avons pas de quoi payer l'hôpital de l'enfant, on ne peut pas faire une bonne carrière parce qu'on a des soucis. Si on est en conflit perpétuel avec la famille, là aussi on a des soucis. Il peut y avoir des familles qui, en payant des scolarités, je le dis souvent, attendent un retour sur investissement. Non. Ça va être très difficile pour l'individu quand on attend de lui un retour sur investissement. C'est vrai que la famille paye beaucoup d'argent, 10 ans, 12 ans, 15 ans, parfois 20 pour la réussite en scolarité, mais on ne doit pas attendre un retour sur investissement. Et le retour sur investissement empoisonne la vie du salarié. Et c'est souvent ce que j'appelle, et à mon fort intérieur, et j'en suis convaincu, des familles toxiques. Et ces familles toxiques empoisonnent la vie des gens, et cet individu va se laisser aller, et il dit, tant qu'à faire, je reste dans le système, et je ne réussis plus, et tant pis pour tout le monde. Parce que tout le monde est tiré vers le bas. Ça pose des difficultés. Et la carrière et les religions, on n'insistera pas. On a vu beaucoup de cas durs et difficiles où des gens, ils arrivent à sacrifier leur carrière pour les besoins de la religion, pour après se plaindre qu'ils n'y trouvent pas leur compte. Bon, ça, ce sont des choix. L'entrepreneuriat individuel. La carrière n'est pas seulement le salariat. Parce que, comme a pu le dire M. Sène, les gens, quand on parle carrière, les gens ils pensent en généralement le salariat. Non. Tu peux être diplômé, mais ta carrière n'est pas forcément dans le salariat. On a des ambitions de création d'entreprises. On a des ambitions de réussite dans certaines activités.
Et malheureusement, il n'est pas mis à la disposition de ces jeunes qui sortent, des documents ou des moyens pour faire l'entreprise, pour créer l'entreprise. Moi-même, j'en suis un exemple. Quand j'ai voulu créer mon entreprise, j'étais parti sur le chapeau de roue. J'ai commencé 10 millions, c'était bon, j'ai commencé déjà. Et puis un beau jour, on me dit, monsieur, voilà un marché de 100 millions. Et j'étais heureux. Avant de me rendre compte que j'étais incapable de faire ce marché de 100 millions. Parce qu'il me fallait une garantie bancaire. Le banquier, quand j'ai été le voir, il dit, monsieur, vous avez une maison. J'ai dit, pourquoi? Il me donnait en garantie, ma maison en garantie. Pour bouger les terres? Ah non, monsieur, arrêtez là. Il dit, ah, monsieur Dembélé, c'est le... Il dit, mais moi, je suis un entrepreneur, je veux réussir. Et vous, vous êtes quel type de banque? Vous n'accompagnez pas les jeunes? Monsieur, ce n'est pas la règle. La règle est vous donner une garantie, on vous donne l'argent. Vous ne l'avez pas, on ne vous donne pas l'argent. Et ça, je ne savais pas. Je l'ai appris à mes dépens. J'ai besoin d'une avance pour la fin du mois payer le salaire. Je vais le voir. Les gars me disent, c'est découvert, hein. Ça coûte 10%. Et nous, qu'est-ce qu'on nous garantit que tu vas nous rembourser? Oh là là. Ouf. Mes salaires sont en retard de 10 jours. J'ai dépassé le délai du 8 du mois. Et j'ai négocié avec le personnel. Et ce chantier-là, quand je l'ai terminé, bon an, mal an, j'ai fait crap, crap, et j'ai arrêté. J'ai dit, je ne veux pas mourir tôt. Je ne veux pas mourir tôt. Et quand j'ai fait crap, crap, ça c'est pour la petite histoire, on me dit, tu ne peux pas fermer cette entreprise, elle est à nous, les employés. J'ai dit, ce n'est pas vous qui irez en prison. Pour des dettes impayées. Et c'est moi. Alors, excusez-moi, allez où vous voulez, je ne vois pas quel est le juge qui pourra m'interdire de déclarer mon entreprise en faillite, mais je vous aime bien et merci beaucoup. Donc, vous voyez, l'entrepreneuriat individuel, on a besoin d'être renseigné, on a besoin d'être informé. Hein? Et on a besoin de savoir. Hein? Le savoir agir, le vouloir agir et le pouvoir agir. Vous savez, là aussi, ce sont des éléments qui sont importants. Savoir agir. Il faut savoir agir. Après, il faut vouloir agir. Il y a des gens qui savent agir, mais par rapport à je ne sais quoi, ils disent je ne fais pas. Ils ne veulent pas agir. Et après, il y a le pouvoir agir. Est-ce que, si tu sais et que tu veux, est-ce qu'on te donne la possibilité d'agir? Et ça, je l'ai vu souvent, beaucoup de responsables, quand les adjoints veulent faire ainsi ou ainsi, ils passent par derrière pour dire qui vous a dit ça? On dit c'est elle. Non, faites comme ça, sans prévenir la personne. Donc le savoir agir, le vouloir agir et le pouvoir agir seront des déterminants pour l'accroissement des compétences et des aptitudes dans le contexte d'une organisation de travail et du choix de management. La confiance en soi, le réalisme doivent nous éviter de toujours procrastiner. Procrastiner, oui. Ça veut dire toujours remettre au lendemain ce qu'on doit faire aujourd'hui. Hein? Mais de devoir réaliser chaque chose en son temps et bien la réaliser. On ne remet pas à demain. La carrière est une et individuelle. Comme la personne, elle est unique. Elle est elle-même et non quelqu'un d'autre. Quelles que soient nos tendances à nous retrouver sur certaines choses, nous restons uniques et on ne peut pas être quelqu'un d'autre. Dès qu'on veut être quelqu'un d'autre, on rentre dans un mimétisme et ce mimétisme, on ne sait même pas comment l'autre personne engrange son fonctionnement et que ce mimétisme peut ne pas me réussir. Donc il faut rester soi-même, être unique et soi-même.
Tout individu, quel qu'il soit, quelle que soit son occupation ou sa profession, doit accepter et adhérer au principe inéluctable de l'amélioration continue. Cela peut être initié soit par l'intéressé lui-même, soit par l'entreprise. L'entrepreneuriat individuel ou auto-emploi est aussi une issue professionnelle encore plus exigeante que le salariat, parce que là on devient pleinement responsable. Cette vocation vers l'entrepreneuriat individuel peut être suscitée à n'importe quel moment de la vie professionnelle de l'individu, au cours de l'exécution d'un contrat, à son départ à la retraite ou même à la fin de son cycle de formation. Il existera des embûches lors de ce parcours. Difficultés de financement, problèmes de matériel, soucis de main-d'œuvre qualifiée, etc. Aujourd'hui se développe aussi le nomadisme numérique, ou en anglais le digital nomade. Cette option de travail donnera le sentiment d'indépendance et de sembler maîtriser son temps, mais avec quelques risques ou quelques échecs. La pandémie de la Covid-19 a eu une forte tendance à vouloir développer la notion de télétravail avec ses corollaires. Concept qui est en train de céder la place au présentiel. On a fait beaucoup de théories sur le télétravail, mais aujourd'hui, ils sont tous en train de revenir au présentiel. Même quand tu vas maintenant en Europe, on rappelle les entreprises à revenir au travail présentiel et d'abandonner le télétravail, avec toutes les conséquences. Le cursus professionnel, salarial ou l'entrepreneuriat ne sera toujours aisé. Quel choix s'offre à nous pour pouvoir nous assumer? Nous avons essayé de donner des pistes et non des solutions. Dans ce livre, j'ai donné beaucoup de pistes. J'ai évoqué beaucoup d'entraves qui peuvent se mettre sur notre chemin, mais pas de solution. Parce que je n'ai pas une science infuse, et je n'ai pas toutes les solutions, parce que je ne maîtrise pas toutes les situations. À chacun de voir dans les éléments qui sont dans les livres que les problèmes posés, parce que des fois les gens ils ne se posent pas les problèmes, ils ne se posent pas les questions. Donc nous avons essayé de donner des pistes et non des solutions, car chacun aura sa particularité, sa vision et son but. Et comme Christine de Suède, nous reprendrons à notre compte cette magnifique citation. Le plus grand secret de la réussite, c'est de fixer un but et de ne le perdre jamais de vue. Ainsi, tel le tireur d'élite armé de notre arc avec juste quelques flèches, nous chercherons toujours à atteindre le centre de la cible qui est le but final. Alors, nous éviterons de tomber dans les pièges des théories développées par Peters et Gabriel, le seuil d'incapacité. Peters et Dilbert ont travaillé énormément, ce sont des spécialistes en ressources humaines qui ont travaillé énormément sur ce qu'ils appellent le seuil d'incapacité. Et dans leur seuil d'incapacité, ils disent que tout individu a une tendance à arriver à son seuil d'incapacité, où quand il atteint ce seuil, il n'est plus capable de faire autre chose ou d'aller au-delà. Ça devient ce qu'on appelle dans le jargon courant un plafond de verre. Et étant là, il devient un élément bloquant. De telle façon que tous ceux qui sont sous ses ordres ne peuvent pas avancer et ne peuvent pas évoluer
parce que lui, il est là. Et étant là, personne n'avance parce que lui, il ne bouge pas. Donc cette théorie, le seuil d'incapacité, mérite d'être médité un peu par tout le monde. Pour conclure, j'ai dit, et cela n'est pas de moi, l'idéal de la vie n'est pas l'espoir de devenir parfait. On ne peut pas devenir parfait. Mais la volonté de devenir meilleur. Ça c'est Ralph Waldo Emerson, un philosophe et poète américain. Je vous remercie. Je voulais juste signaler au propriétaire du véhicule à 117 AL, de Martin. Voilà, vous pouvez peut-être déplacer le véhicule parce qu'il y a un monsieur qui veut sortir. Voilà, donc le monsieur veut sortir et il est un peu de... C'est là, il veut sortir. Ah, d'accord, très bien. Donc c'est bon. Donc on continue. Merci beaucoup, M. Dembélé. Merci également pour ce magistrat là. Mais ça, vous connaissant, c'est devenu l'habitude. Donc nous qui te fréquentons, hier déjà on parlait de tout ça. Je me permets de parler au nom de nos amis de Ross Béthio, de nos amis du Nord. Pas plus tard que hier, pour accentuer un peu ce qu'il vient de dire, je vais dire, vous avez donné une mauvaise habitude. Nous, on travaille avec un directeur de travaux qui est parfois père pour nous, qui est parfois grand frère pour nous, mais on se permet de le tutoyer. Vous voyez ce que ça fait? Il dit parce que c'est moi, Claude Moïse Dembélé. J'ai dit maintenant, si demain on a un autre directeur de travaux qui peut être père, qui peut être grand frère, etc., est-ce qu'on aura la possibilité de le tutoyer comme on fait? Donc, ce qu'il vous dit là, ce qu'il dit dans son livre, c'est parce qu'il l'appelait au jour le jour dans nos chantiers. Ça fait plus de 6 ans, près de 6 ans qu'on est avec lui à Ross Béthio, et ça se passe exactement de la même manière. Vous avez dit tout à l'heure, M. Sen, qu'il vous avait donné, qu'il avait la possibilité de donner un séminaire, il a donné le manuscrit à tout le monde. Puis on est là, autant que nous sommes, chacun a lu le manuscrit. Et disent exactement ce qu'il pensait. Et il est toujours présent. Donc merci beaucoup, longue vie à vous, M. Dembélé. Donc on va continuer, je ne sais pas si dans le public il y a quelqu'un qui aimerait... La parole au public. Au public, voilà. Et monsieur Diallo. Abdoulaye. Donc la parole est à M. Abdoulaye Diallo. Je ne sais pas s'il y a un autre intervenant, quelqu'un qui voudrait peut-être intervenir après. Bon, en attendant que M. Diallo termine, peut-être que les inspirations vont venir. Merci, monsieur le maître de cérémonie, monsieur le directeur de la SAED, mon cher auteur et doyen Claude Moïse Dembélé, cher monsieur Sow, mesdames, messieurs, en vos titres, grades et qualités respectifs, je suis le directeur de l'Harmattan Sénégal. Mon mot aurait dû être le premier pour vous souhaiter la bienvenue, mais au moment de sortir, j'ai un garçon qui avait besoin en fait de mon assistance, ce qui explique mon retard. Et je vais commencer d'abord ce propos par, bien évidemment, vous souhaiter la bienvenue dans cet espace,
de l'Harmattan Sénégal, espace que nous voulons bien évidemment comme un lieu de rencontre, un lieu d'échange autour des questions de l'esprit, autour des questions du livre et de la lecture. Aujourd'hui, mon plaisir est grand parce que nous nous retrouvons en cette matinée pour lancer les écrits du doyen Claude Moïse Dembélé, qui a fait 2 livres avec nous. Et ça, M. Dembélé, mes collaborateurs avaient tenu à ce que je vous dise tout le plaisir qui a été le nôtre de travailler avec vous pour la publication de vos 2 livres. Pourquoi? Parce que vous êtes ce que nous appelons dans notre jargon un auteur discipliné. Un auteur discipliné, c'est un auteur qui ne montre jamais de signes de fatigue ou de signes de lassitude à toutes nos multiples et incessantes demandes de retravail, de remarques, de corrections, de clarifications, parfois même de suggestions de suppression, tout ça dans le but d'améliorer le livre. Et le doyen Claude Moïse Dembélé a toujours répondu avec le sourire, montrant toujours l'enthousiasme du premier jour. Et ça, M. Colli, M. Diop, M. Ndiaye, tous ceux avec qui vous avez eu à travailler dans cette équipe, et au premier chef desquels moi-même, nous vous disons merci de cette attitude. Une attitude qui s'explique simplement par le fait que nous avons eu affaire avec un homme d'expérience. Un homme qui a vécu et un homme qui a fait le choix de partager son expérience dans ces 2 livres. Et l'intérêt des livres du doyen Claude Moïse Dembélé, c'est que c'est l'expérience qu'il parle. Et il parle de son expérience dans les livres. En tant que directeur de l'Harmattan, ça fait presque une trentaine d'années que je suis dans le milieu. Nous recevons beaucoup de livres, de gens qui prétendent être imbus de savoir, en fait, d'avoir le savoir infus. Ce n'est pas le cas du doyen Dembélé. Pourquoi? Parce que, comme le maître de cérémonie qui vient de m'introduire, ce dont il parle, ce ne sont pas des choses seulement qu'il connaisse, ce sont des choses qu'il a vécues. Et c'est ça l'intérêt d'un tel livre. Moi, je suis professeur d'université. J'enseigne à la faculté des lettres au département d'histoire et on est spécialiste de tout ce qui est de la théorie. Mais l'avantage avec vous, doyen Dembélé, c'est que tous ceux et toutes celles qui auront à travailler avec ce livre vont se retrouver avec des cas pratiques. Quand ils vont être sur le chantier confrontés à tel problème, comment est-ce qu'ils doivent réagir? Pourquoi? Parce que vous avez été confrontés, ou vos équipes ont été confrontées une, 2, plusieurs fois à ce même problème, et voilà comment vous avez cherché à résoudre ce problème. Et c'est là l'intérêt de votre livre. Et je le dis toujours à l'occasion du lancement des livres que nous faisons, nous portons par devers nous, chacun, un pan de la mémoire collective. Et, M. Dembélé, je le dis devant votre famille, devant vos collègues, vos anciens collègues et bien évidemment vos équipes, vous avez fait votre devoir de mémoire. Vous avez fait votre devoir de rendre à la communauté ce que celle-ci vous a donné en amont. Pourquoi? Parce que cette mémoire parcellaire que vous portiez par devers vous, vous l'avez rendue à la communauté. Si j'en fais autant, si M. Sen en fait autant, si M. Sow en fait autant, si tous ceux et toutes celles qui sont dans cette salle, dans notre pays, dans le continent, en font autant, la mémoire collective nationale et continentale va être constituée. Et nous sommes dans une période où nous sommes dans le cadre de l'accumulation du savoir. Et le savoir ne s'accumule que quand ceux qui détiennent une partie de ce savoir le rendent disponible. Vous avez fait votre tâche. J'ose espérer que tous ceux et toutes celles qui sont dans cette salle ou qui nous suivent bien évidemment dans les réseaux sociaux
et qui détiennent par devers eux une parcelle d'expérience feront le pas de partager cette expérience. Il n'y a pas de petite expérience. Et là, ce n'est plus l'éditeur qui parle, mais c'est l'historien. Celui qui a besoin, avec mes collègues, de cette matière première que les gens d'expérience ont par devers eux. Les historiens ne sont rien d'autre que des bijoutiers qui ont besoin de matières premières pour pouvoir faire les beaux bijoux que porte madame. Et dans le cas qui nous concerne au Sénégal, nous avons vécu récemment le débat sur le grand projet de l'histoire nationale du Sénégal et de l'histoire générale du Sénégal. Mais cette histoire, elle ne peut pas être faite sans les sources. Et les sources, on ne les invente pas. Les sources, ce sont les expériences vécues, ce sont les témoignages laissés par les uns et les autres. Et en cela, je voudrais encore une fois, M. Dembélé, vous remercier. Vous remercier surtout de la confiance que vous avez eue en mon équipe. Pourquoi? Parce que les maisons d'édition sont nombreuses. Votre livre a toutes les qualités requises pour être publié par les plus grandes maisons d'édition en Occident, comme le font beaucoup, mais vous avez fait le choix de faire travailler des jeunes de ce pays. Ce que recoupe bien évidemment ce que le maître de cérémonie disait tantôt. Et en cela, quand même, je tenais à le dire. Et puis surtout, je ne sais pas si Mme Dembélé ou les enfants sont dans la salle, leur dire merci également et surtout m'excuser auprès d'eux. Parce que si vous avez pu faire ces deux livres, c'est parce que vous leur avez un peu chippé une partie du temps qui devait leur être consacré. Et en cela, quand même, sont co-auteurs, ou en tout cas est-co-autrice, tout autant que vous, Mme Dembélé. Si elle est dans la salle, je voudrais quand même qu'on l'applaudisse. Voilà. Monsieur le directeur, je commence à être long. Je suis un universitaire à qui un temps un micro devant des gens. Je peux continuer ainsi jusque tard dans la journée. Mais je voudrais quand même réitérer mes remerciements et dire tout le plaisir qui a été le nôtre et puis souhaiter bon vent, avec l'espoir bien évidemment que d'autres livres suivront. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur le directeur. Je ne sais pas dans la salle s'il y a... Oui, monsieur. Bonjour à tout le monde. Donc moi je m'appelle Oumar Diallo. J'habite à la cité du Golfe. Et je tenais à faire un petit témoignage. Je ne suis pas un grand orateur comme le professeur et M. Dembélé, M. Sen et M. Sow. Mais quand même, je tenais à faire un petit témoignage parce que quand je suis arrivé à la cité du Golfe, communément appelée cité Aline Sow, et je suis heureux de voir dans la salle qu'il y a beaucoup d'habitants de la cité, en l'occurrence notre président du conseil de quartier, M. Nour et autres. Je suis passé chez lui. Quand je suis arrivé, je suis passé chez lui pour dire bonjour, parce que bon, tout habitant en 2009, il n'y avait pas beaucoup d'habitants. Donc on formait un petit groupe. Et franchement, il m'a toujours bien reçu. Et chaque jour, quand je vais chez lui, c'est avec plaisir. Et chaque fois, il m'apprenait quelque chose de nouveau. Franchement, chaque jour, quand j'entre chez lui, en sortant, j'amène quelque chose. Et dernièrement, on a discuté longuement sur le livre. Et je lui disais, mais vous avez une expérience, pourquoi ne pas la partager en dispensant des cours dans les écoles d'ingénieurs? Parce qu'on a beau dire, nous avons accumulé beaucoup d'expérience, mais nous n'avons pas cette facilité d'aller voir les écoles d'ingénieurs et de partager. Ce n'est pas des cours théoriques,
mais c'est des modules de formation pour une semaine maximum, 20 heures, 30 heures, pour partager. Parce qu'on a géré un projet, c'est une chose, apprendre la théorie du projet, c'est autre chose. Nous tous, nous avons fait des cours de gestion de projet, mais ça m'étonnerait qu'on ait la même approche si M. Claude Dembélé nous faisait le cours. C'est pourquoi je disais que quand même, de tels hommes doivent pouvoir échanger et venir aussi en appui à nos écoles. Parce que, si vous remarquez bien, nos ingénieurs, ils sont très bien formés, mais à la pratique, ce n'est pas la grande classe. Donc, nous tous, nous avons intérêt à participer à leur formation. Et je tiens aussi à remercier le président qui est venu au nom sûrement de notre quartier, la cité du Golfe. Et hier même, on parlait de toi. Il y avait une dame à qui tu as donné un mari, à Cissé. Bien. D'accord, voilà un peu ce que je voulais dire, en remerciant tout le monde et surtout en remerciant aussi votre famille. Et je tenais aussi à prendre parole parce qu'il a parlé du voisinage. Moi, personnellement, j'ai le meilleur voisin de la cité. Et je défie quiconque. Non seulement je suis avec M. Dembélé, mais je suis avec aussi Issa Yanzana. C'est le meilleur voisin au monde. Donc, vous voyez que le voisinage est important. Voilà. Merci à toi. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Président. Montagnac. Président Montagnac. Voilà. Dogon. C'est un affront aujourd'hui. Ah oui, c'est le roi Dogon. Ah. Bonjour tout le monde. Bonjour Monsieur Charti Janssen. Bonjour Monsieur Sow. Bonjour mon doyen, mon grand frère, mon leader. Bonjour chers amis. Je suis un peu ému parce que ce jour est un jour mémorable pour moi. Mémorable pourquoi? Parce que je suis devant un auditoire, mais je suis devant un aîné que je respecte beaucoup. Parce que qui me semble un modèle rare des jours que nous sommes. Peut-être il n'en donne pas l'impression. J'aurais dû me présenter au départ, mais emporté peut-être par l'euphorie et l'émotion. Je suis Pape Dominique Ndiaye et je suis le président du conseil de quartier de la cité Golfe Cambérène. Dans cette salle, il y a des membres du bureau qui sont là, dont Diallo, qui m'a précédé à cet auditoire. Il y a aussi Paul Antoine, il y a Charles qui est là, et Diara qui est arrivé. Tout le bureau aurait souhaité être là. L'imam m'a appelé tout à l'heure parce que il y a eu peut-être un malentendu entre Idrissa et lui-même. Sinon, il serait présent à cette salle. Et il tient à te remercier pour peut-être ta grandeur, mais peut-être pour votre clarté et votre esprit véridique. Oui, moi j'ai été président du conseil de quartier, mais quand même, avant d'y être, M. Dembélé
Il est le délégué de quartier. Chaque fois que je passe le voir, je suis nostalgique de mes premiers jours de classe. Parce que je revois en fait le père qui m'a formé dans sa grandeur, dans sa largesse, mais surtout dans son écoute, mais aussi dans son sens du partage. Je le taquine très souvent, j'en fais de lui un cousin, malgré l'âge qui nous sépare, et en fait nos échanges sont toujours fructueux. Parce que, venant de lui, quand même, on apprend plus qu'on aurait pensé. Vous l'avez évoqué par moments, pour avoir cheminé avec lui dans sa carrière professionnelle, mais pour l'avoir côtoyé dans d'autres circonstances que je n'ai pas vécues avec lui. Il est vrai, c'est peut-être se départir de ce préjugé, ou bien de ce jugement ordonome qui pense et qui nous prédisent toujours que, en fait, les littéraires, les scientifiques, le livre n'est pas fait pour les scientifiques. C'est une gageure, parce que les meilleurs littéraires sont des scientifiques, et ils le démontrent. Il l'a dit tout à l'heure, ce livre aurait pu servir de module pour des générations, mais surtout dans la pratique, parce que, en fait, aujourd'hui, le fossé qui existe entre la formation, l'image que les jeunes étudiants se font de la carrière professionnelle, c'est diamétralement opposé. On se rend compte quand on reçoit des jeunes qui arrivent, comme l'a dit M. Dembélé, et qu'on lise le CV, on titille même pour faire face. Mais une fois que le dialogue est engagé, on se rend compte que rien n'y est. Et tout est à refaire. Pour certains, quelqu'un de difficile, parce que principiant. Mais pour certains, quelqu'un de magnifique, comme je l'ai dit, parce que c'est un oiseau rare. Ça ne court plus les rues. Cette bonne éducation, cette bonne lecture de la vie, et de façon continue. À son âge, il aurait pu penser à autre chose. À son âge, il aurait pu penser à sa retraite. Il est bien né. Il s'est bien battu dans la vie. Mais il pense encore à inculquer un savoir. Ça veut dire que c'est un gentleman. Grand merci, bravo, la cité vous dit merci et nous sommes derrière vous. D'accord, d'accord. Donc voilà. Bien, je remercie M. Diallo et Dominique Nial pour leur intervention. Vous savez, M. Diallo, moi, personnellement, je dis souvent aux gens, mon père m'a détourné de ma profession initiale, rêvée. C'est d'enseigner. Il dit, viens, qu'est-ce que tu vas faire là? L'enseignement, là, les professeurs, l'enseignent rien, tout ça, il faut... Il dit, papa, mais je vais enseigner. Oh, mon fils l'enseignera pas. Voilà. C'est pour cela que je n'ai pas enseigné encore. Et je rêve d'enseigner. Et ça fait partie, c'est un gène qui est en moi. Et par défaut d'enseigner dans les écoles, j'enseigne partout où je peux. J'ai fait beaucoup de sessions de formation avec M. Sen. J'ai fait des sessions de formation pour les ingénieurs, les conducteurs de travaux des FH. Je fais des formations pour mes collègues qui sont avec moi sur chantier et je les réunis un après-midi, 2 après-midi par semaine et je leur parle. C'est comme a dit lui, il y a beaucoup de choses qu'ils savent déjà et qui sont dans ce livre. Ça c'est bon. Je suis comme ça. Comme dirait l'autre, il faut me prendre comme je suis. Maintenant, pour ce qui est du temps,
Bon, c'est vrai que ça prend beaucoup de temps. Mais je suis une personne qui boit son premier café à 4 h du matin et qui à 5 h est sur son bureau. Et là, tout le monde dort. Quand je quitte la maison, 6 h 30, personne n'est encore réveillé. Donc, je ne gêne personne. Voilà. Hein? Maintenant, M. Diallo, oui, c'est vrai. J'ai eu beaucoup d'hésitation pour trouver des écoles. Mais mon seul problème avait été que de mes occupations de chantier ou autres, avec cet aspect prégnant des travaux, que je ne puisse pas vraiment me fidéliser et être amené à sacrifier des étudiants à des moments déterminés. On m'a proposé des samedis regroupés. J'ai dit, mais il peut arriver qu'un samedi, je sois encore sur chantier, je ne viens pas, je vais appeler, excusez-moi. Donc, c'était un peu difficile pour moi. Mais je pense que bientôt, on va pouvoir y arriver. Bientôt, on va pouvoir y arriver. Maintenant, par rapport à tous les autres éléments, moi, je pense que c'est vrai. J'essaie de donner. Mon amour Aboubakri, peut-être il ne se souviendra pas. Mais moi, je me souviens jusqu'à présent. Quand nous avons eu un chantier à la Saïd, j'étais déclaré directeur des travaux. Arrivé, mon directeur adjoint et moi-même, nous lui avons proposé quelqu'un d'autre. Alioune Touré. Il dit, le marché est fini, terminé, je vous élimine. Parce que nous, c'est Moïse qu'on veut. J'ai dit, Aboubakri, c'est pas comme ça, essaye de comprendre. À un moment donné, quelqu'un m'a donné 1 pour que j'aie 2. Quelqu'un t'a donné 1 pour que tu aies 2. Essaye de donner 1 à Alioune Touré. Sinon, il n'aura jamais 2. Il me dit, bon, Moïse, je le prends à l'essai. Non, il a fait ça. Je le prends à l'essai. 3 mois. Si ça ne marche pas, je le vis. Et je vais te voir ici. Et pour éviter toute difficulté, on m'a nommé ingénieur base arrière. Et je venais 2 fois par semaine sur chantier. Et bon, ça a un peu ça. Et il n'a pas regretté non plus Alioune Touré, parce que, bon, comme j'étais derrière, Alioune Touré, c'est un jeune à moi. Et c'est un camarade de promotion à la Diourbel Gaz. Ils étaient en Roumanie ensemble. Donc, et c'est ça qui a fait qu'on a eu beaucoup d'amitié et beaucoup de trucs. Donc, c'est pour vous dire que la carrière, il y a un commencement. Mais ce commencement, il faut l'accepter. Tout commence par 1, après 2. Le 3e, il dépendra de ce que tu feras du premier. Ça, c'est la vie. Et Aboubakri, je le remercie, il a toujours eu l'état d'esprit de me comprendre. Parfois, je suis un bulldozer, lui aussi, mais on se comprend. Hein? Donc, je voulais dire que par rapport à ça, il faut savoir que la carrière, elle est personnelle, et si on te donne la possibilité d'essayer un, ce n'est pas la panacée, parce que ça peut s'arrêter là. Voilà. Et même avant que tu finisses le 1, on peut faire une note de révocation. Il y a d'autres questions? Merci beaucoup. Donc, au nom de la famille aussi, excusez. Donc, au nom de la famille, donc Michou qui me regarde avec des yeux, dont je t'avais dit, mais quand même, tout le monde t'a désigné. Vous avez la parole. Merci. Bonjour. Bon, je ne suis pas un très grand orateur. On m'a presque forcé la main pour venir. Mais ce que je voudrais dire, c'est au nom de la famille Dembélé, au nom de mes tantes qui sont là, n'est-ce pas, au nom de mon grand frère, mes frères et sœurs. Je voulais tout d'abord
remercier leur grand frère et notre papa. Vraiment pour tout ce qu'il a fait pour nous, pour tous les conseils qu'il nous a donnés. Et ce qui est dans le livre, je peux vous assurer, et sans ambiguïté, que nous le vivons au jour le jour avec lui. Que ce soit moi, que ce soit ma petite sœur Marie-Fatima, que ce soit mon grand frère Charles, à chaque fois qu'on passe chez lui à la maison, on en sort à chaque fois grandi. Nous en sortons à chaque fois grandi. Et anecdote sur anecdote, j'ai passé récemment un entretien. Je l'appelle pour lui dire « Ah papa, je dois passer un entretien. » Qu'est-ce qu'il me dit? Prends le manuscrit que je t'ai donné. Parce que nous tous, nous avons eu le manuscrit, hein, je vous dis, hein, nous tous, nous l'avons eu. Nous tous, nous l'avons lu avant que le livre ne sorte. À la page tant, paragraphe tant, lis ça. Quand j'étais devant les recruteurs, c'était heureusement, bon, c'était par visioconférence. J'avais le manuscrit devant moi. Et sincèrement, c'était comme si je faisais que réciter. Et heureusement, j'ai été pris haut la main à cause de ce petit passage. Et ça, je n'en remercierai jamais assez. Tout ça pour vous dire que c'est vraiment un vécu de tous les jours qui est dans ce livre. J'ai eu le privilège, vraiment, avec lui, de faire ce livre entre guillemets. Parce que tout ce qu'il faisait, il me donnait pour que je le lui fasse en version numérique. Et ça, je l'en remercie beaucoup. Merci beaucoup, papa. Merci. 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 Vraiment, tout cela méritait d'être entendu quand même. Hein? Maintenant, nous allons peut-être conclure avec les collaborateurs de Rospeccio qui m'ont interpellé. Donc on va terminer par eux, hein, puis à madame. Ah, ok, venez, parce qu'après Rospeccio, on va... Hein? Donc on permet à la dame de placer 2 mots après les Rospeccio. Bonjour tout le monde. Voilà, moi je m'appelle Marie-Odette Mendy. Je suis assistante de direction à SGI Sénégal. M. Dembélé est un de nos collaborateurs. Je ne suis pas une bonne parleuse, je crois. Mais si je suis là aujourd'hui et ayant le courage de parler, je peux dire que c'est grâce à lui. Et si aujourd'hui je suis recrutée à SGI aussi, c'est grâce à M. Dembélé. Je suis aussi voisine à M. Ndiaye, M. Diallo. Et vraiment, moi, je le considère lui comme un père pour moi. Parce que les dimanches, après la messe, et je suis une amie de la famille, parce que peut-être certains me reconnaîtront, et les dimanches, en général, je partage le petit déjeuner, je peux dire, avec M. Dembélé. C'est quelqu'un vraiment de très humain, et moi, je le considère comme un père. Je discute beaucoup avec lui, et sur beaucoup de choses. Vraiment, je tiens à le remercier du fond du cœur pour tout ce qu'il fait pour moi. Et il y a beaucoup de choses que je ne peux pas dire au micro. Mais un grand merci à vous, M. Dembélé. Et nous vous souhaitons quand même longue vie. Et vous avez encore du chemin à faire, parce que nous avons encore besoin de vous. Merci. On termine donc par Rospeccio, par les collaborateurs de Rospeccio. Ils veulent venir en masse, voilà. Ah, bon, c'est ça, hein? Bon, bonjour à tous, et bonjour à M. Dembélé, bonjour directeur, bonjour, DG. Nous sommes là pour représenter le chantier de Rospeccio. Rospeccio, comme vous le savez, ça fait 6 ans que nous sommes avec M. Dembélé.
Et il a été toujours avec nous. Le matin, c'est 6 heures du matin. Les réunions, c'est 7 heures. Réunion, briefing le matin. 7 heures. Et pendant ce briefing, on met en revue tout ce qui a été fait la veille et tout ce qui va être fait le jour et les jours à venir. Et ça, on l'a vécu tout ce temps, pendant les 6 ans qu'on a vécu ensemble. C'est vrai que je suis ému de parler comme ça. Monsieur Dembélé, c'est un collègue. Il nous considère comme des ingénieurs, comme des chefs de chantier, comme des collègues, comme des pointeurs. Il te prend déjà en collègue. Ensuite, dans d'autres situations, c'est un papa. Il te conseille, il t'amène dans le bureau, tu t'asseyes et vous parlez, les yeux dans les yeux. Donc, vous m'excusez, hein, je suis très ému de parler. Et excusez. Nous, on a eu à vivre. Tout ce que je dis là, ça vient du cœur et ça vient du cœur de chacun d'entre nous qui sont là. Et je les remercie. Et ça, c'est du fond du cœur. Merci. Bien. Je pense que... Merci pour tous. Que ce soit pour les collègues, les amis du quartier, la famille. Je pense que par rapport à tout ça, je pense que je n'ai pas encore terminé. Parce que voyez-vous, nous sommes là, nous devons être là. Et nous, les anciens, encadrer, aider, quel que soit l'âge, moi il n'y a pas d'âge avec lequel je ne discute pas, quel que soit l'âge, les amener, quelles que soient les professions, pour dire que nous pouvons cheminer ensemble, nous pouvons être ensemble. Nous ne sommes pas là pour flagorner, nous ne sommes pas là pour vanter, nous ne sommes pas là. C'est vrai que je reste très simple et très humble chez moi. Au chantier, comme a dit Mamadou, je n'ai pas de subalterne. Je n'ai que des collègues. Au quartier, on a eu des difficultés à un moment donné où on parlait de propriétaires et de locataires. J'ai supprimé cette expression pour dire que nous sommes tous des résidents. Nous résidons dans le quartier. Et ça, il faut que les gens arrivent à comprendre cette notion d'ensemble. Ne pas créer une forme de ségrégation. Parce que dès l'instant qu'on arrive à mettre en place des ségrégations, les choses deviennent invivables. Et ça, il faut qu'on se l'entende pour dire. Moi, la SAED m'a donné beaucoup d'expérience. Quand même, je suis rentré à la SAED en 1974 sur le chantier de Mbundoum, que j'ai fait Mbundoum, j'ai fait Gaïla, j'ai fait Kassak Nord, Kassak Sud. Tous les premiers aménagements de ces périmètres, c'est moi qui ai eu à les réaliser. J'ai fait Tchagar, j'ai fait Déby, j'ai fait Lamsar, j'ai fait Ndjoum, Arelao, et autres, et autres, et autres. Ndjerba. Voilà. Et tout ça m'a permis, avec
des localités différentes, avec des peuplades différents, de jauger les mentalités diverses, parce que beaucoup de nos ouvriers sont embauchés localement, et donc ils sont avec des mentalités, et ils sont Ndjoum à là-haut, vous demanderez à Bouakri qui était chef de projet. J'ai amené la gendarmerie. J'étais devant à la flèche. Le commandant gendarme m'a dit, c'est toi qui me demandes, tu es devant. Je suis allé devant. J'ai dit, ouais, ces messieurs-là, c'est eux qui veulent arrêter le chantier, ils veulent nous fatiguer. Alors, qu'est-ce qu'on fait? J'ai dit, vous faites ce que vous voulez, vous les amenez. Ils sont descendus dans le village, les gens, ils ont pris la fuite. Ils n'y croyaient pas. Et ça, on les a amenés à la gendarmerie. Le capitaine me dit, le soir tu passes faire ta déposition. Je fais ma déposition. J'ai dit, mais ils vont être libres ce soir. Il dit, non, ils ne peuvent pas être libres. Moi, je les envoie chez le procureur. J'ai dit, ah, non, capitaine, pas le procureur. Moi, ce n'était pas pour ça. C'est pour qu'ils aient une leçon. Il dit, non, la leçon, c'est comme ça. On prend 48 heures, c'est procureur. J'ai dit, mais il faut que j'envoie le procureur. J'ai dit, non. Tu mets au bas de ta déposition, je signe Claude Moïse Dembélé, demande la clémence du procureur. Et j'ai mis ça. Après, j'ai dit, est-ce que je peux le voir? Il me dit, oui. Vous savez qu'est-ce qu'ils m'ont amené? 20 bonhommes en caleçon. J'ai dit, mais capitaine, ils sont en caleçon? Il dit, mais vous comprenez rien, hein? Vous êtes où? Ici, quand on prend quelqu'un, il ne rentre pas avec pantalon et chemise, hein? Il rentre caleçon. S'il n'a pas de caleçon, il reste nu. J'ai dit, mais c'est pas possible. Il me dit, hey, c'est comme ça. Il dit, mais est-ce qu'ils ont mangé? Il me dit, qui va leur donner à manger? Nous, on n'a pas de budget pour manger des prisonniers, hein, pour faire manger des prisonniers. Il dit, mais depuis midi, ils n'ont rien mangé. Il dit, non. Et le soir, ils ne vont rien manger. Il me dit, non. Je dis, non, c'est pas possible. Je prends mon porte-monnaie, j'enlève 50 000 francs. J'ai dit, mon capitaine, il faut les faire à manger tout le temps qu'ils seront là. Il dit, vous là, celui-là que vous voulez emmerder là, sur son chantier, vous voyez qu'il est mieux que lui, il vient de donner ça pour que je vous achète à manger. Alors je vous préviens, si vous n'êtes pas sage, vous n'aurez pas à manger. Hein. Monsieur Dembélé, j'ai dit ça devant vous. Bon, vous voyez, ça fait partie des chantiers. Et cette opération, le lendemain, il y a un jeune qui est venu me voir pour me dire, chef, c'est moi que tu cherchais. J'ai dit, Billahi, tu as ouvert la dans cette. Ouvert le faible qui soit là. Mais il y a la me dit, je ne pas papillonné. Je ne sais pas si je ne sais pas si mu ne léegi nag may sa xarit dégg nga ma ne ko waaw léegi nag luy xew ci dëkk ba naa ñëw wax la ko ma ne soxla ma loolu dégg nga non donc vous voyez ces ambiances là hein, moi je les aime hein. Et pour conclure je prends la phrase de Confucius qui dit le philosophe chinois, faites le travail que vous aimez et vous n'aurez plus à travailler. Moi, je suis dans ce que j'aime. Et je m'amuse et je rigole. Même avec les gens, hein, les Djibril, les Seydou. Il me dit, grand, Yangere, j'ai dit, oui, moi je m'amuse. Moi, je vous lance ma vanne et je m'amuse. Hein? Cher Janson, quand je vais balancer ma réclamation de 4 milliards, il me dit, mais grand, c'est quoi ça? Ils ont la même chose. Ils ont la même réclamation là. C'est pour là, il dit, il est comme ça. Mais je m'amuse. Et on fait des réunions, les réunions, je rigole. Et j'attends. Moi, je cherche, je sais ce que je veux. Et je sais qu'on va arriver à ce que je veux. Et bien voilà. Je vous remercie. Il y a un cocktail là-bas. Il y a un cocktail, on va aller. Et puis pour ceux qui veulent les dédicaces, ça se fera là-bas, en haut là. Et puis le point de presse aussi avec des... Ah, il y a le point de presse, ok.